Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Une relation que nous allons décortiquer à travers une interview qui a été accordée par le président Kagame à un journaliste français de France 24. Une interview qui a fait parler beaucoup. J'ai l'honneur alors d'accueillir, comme tous les mardis, ou presque tous les mardis, un fidèle ami et un fidèle, disons, collaborateur de Radio Urumuri qui nous aide à comprendre certaines choses de par son expérience, de par ses connaissances, de par son histoire, et qui nous aide donc à comprendre pas mal de choses. J'ai l'honneur de vous présenter l'ambassadeur d'Exima, Jean-Marie Vianney, et qui est avec moi. Ceux qui nous regardent en image, vous le voyez bien. Alors, joignez-vous à moi pour lui souhaiter la bienvenue et une bonne soirée et une bonne émission. Ambassadeur d'Exima, Jean-Marie Vianney, sois le bienvenu. Merci encore de nous accorder de votre temps aujourd'hui sur Radio Urumuri. Merci beaucoup, mon frère Aloïse Simhunga. Une fois encore, c'est un honneur et un plaisir d'être avec vous. Le fait que vous m'invitiez sur Radio Urumuri pour participer à vos émissions et partager la compréhension des événements, notamment concernant notre pays, le Rwanda, pays d'origine, eh bien, c'est un honneur et c'est un plaisir. Et donc, je commence par saluer tous les téléspectateurs, tous les auditeurs de notre radio Urumuri et tous ceux qui souhaiteraient éventuellement nous contacter, eh bien, vous pourrez après ajouter nos coordonnées pour un échange direct avec nos auditeurs, nos téléspectateurs. Voilà, c'est un honneur donc d'être avec nous encore une fois pour nous aider à comprendre la situation entre notre pays et la RDC, une situation que nous allons analyser à travers une interview qui a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre, parce que les réponses et les questions qui s'y trouvaient, bon, l'adéquation pour les uns était discutable et donc l'incompréhension entre le journaliste et le président, on se demandait, mais surtout, comme j'ai donné le titre de l'émission, il y en a surtout sur les réseaux sociaux qui disaient ce journaliste, il a perdu son temps, il n'a pas obtenu les réponses qu'il avait, aux questions qu'il avait posées. Mais moi, comme journaliste,
Je pense qu'il n'a pas perdu de temps parce que notre métier, c'est de mettre à jour ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a derrière. Et alors, lui, les questions qu'il a posées étaient claires, mais les réponses sont venues quand même à l'avant. Donc, le président, il a répondu selon son style, selon comment il comprenait les choses, mais le journaliste n'a pas perdu du temps du tout. Ambassadeur Ndayishimiye Jean-Marie Vianney, vous avez suivi l'interview, mais je voudrais vous demander d'abord vos impressions sur le sommet tripartite Tshisekedi, Kagame et Lorenzo, qui a donné donc les résolutions que l'on connaît en 6 points. Ce sommet que tout le monde attendait, qui devait surtout faire cesser les hostilités entre la RDC et le M23. C'est pourquoi c'est vraiment la raison d'être de ce sommet. Et il n'y aurait pas eu cette guerre, ce sommet ne serait pas. Mais comme on le sait, après ce sommet, la guerre a continué. Alors, ce n'est pas un travail diplomatique facile qui attend ces 3 présidents, je pense, je suppose. Ce n'est pas un travail facile, mais je pense que le président angolais commence à nous connaître, hein, à connaître les gens de notre région, et en particulier le président Paul Kagame, qui pratique depuis quelques années, parce que c'est toujours le même qui appelle au secours. Alors, les autres l'appellent pour dire, écoutez, calmez Kagame. On l'a vu avec l'Ouganda, on l'a vu aussi avec le Burundi, on l'a vu avec la RDC déjà. Et pour moi, il ne s'agit pas d'un exercice futile. Le sommet de Luanda, de toute façon, lorsque des chefs d'État se rencontrent, pour parler de choses sérieuses, pour parler de la paix et de la guerre, je crois que ça ne pouvait pas être une perte de temps. Dans l'interview qu'on va examiner tout à l'heure, Paul Kagame essaie de minimiser la portée de cette conférence, de ce sommet tripartite. Mais pour moi, il s'agit d'une épreuve harassante même, hein, pour Paul Kagame. On l'a vu dans l'interview. Ceux qui disent que le journaliste a perdu son temps, c'est eux qui n'ont pas compris. Hein. Ils n'ont pas compris que M. Pullman, pour une fois, parce que lui aussi nous avait habitués à des interviews sucrées où les louanges passaient avant la critique. Là, dans cette interview de France 24, il a vraiment posé des bonnes questions et il est revenu à la charge chaque fois qu'il n'a pas eu la réponse qu'il fallait. En tout cas, en l'absence de toute réponse, au moins le spectateur ou l'auditeur de France 24 a compris que Paul Kagame bottait en touche. Ce n'est pas le journaliste qui bottait en touche, c'est le président rwandais qui n'avait pas de réponse, ou alors qui faisait semblant d'avoir répondu alors qu'il n'avait encore rien dit, qu'il n'avait rien dit tout simplement. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette interview. C'est le premier journaliste qui débusque ainsi Paul Kagame, qui le pousse vraiment dans ses derniers retranchements et qui l'amène parfois à dire même des choses qu'un chef d'État ne devrait pas dire. Donc, pour moi, l'interview était excellente. Paul Kagame a été égal à lui-même, aussi bien dans sa forme de fourberie, parce qu'il a été fourbe à plusieurs reprises. Il a manqué de respect aux journalistes et surtout aussi au président de la République démocratique du Congo dans ses paroles. Il a été égal à lui-même. C'était vraiment du Paul Kagame au premier degré. Quant au sommet lui-même, comme vous l'avez dit, il a accouché d'une feuille de route
qui impliquait, puisqu'il s'agissait de la guerre que mène le Rwanda à travers le M23 contre la République démocratique du Congo, le sommet a accouché d'une feuille de route impliquant un cessez-le-feu immédiat, suivi du retrait immédiat. On n'a pas déterminé la période, suivi du cessez-le-feu, donc du retrait immédiat du M23, c'est-à-dire des troupes rebelles financées et protégées par le Rwanda, par Kagame. Excusez-moi, ambassadeur Jean-Marie Vianney, je voudrais intervenir pour vous aider puisque vous parlez du contenu des résolutions. Je vous en prie. Je présente ici un article qui parle justement de ce contenu. Voilà, c'est un article donc qui parle du sommet tripartite regroupant le Rwanda, les chefs d'État de l'Angola, João Lourenço, de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, qui s'est soldé par l'élaboration d'une feuille de route en vue de mettre un terme aux violences orchestrées par le mouvement terroriste M23 dans la partie est de la RDC. Voilà. Je vais vous épargner du contenu, de tout le contenu de cet article. Donc, le sommet s'est déroulé, a eu lieu le 6 juillet. Et donc, les résolutions, les 6 objectifs visés dans la feuille de route, donc le contenu des résolutions. Donc, l'objectif était, il est question de réchauffer les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit notamment de l'instauration d'un climat de confiance entre les États de la région et la création des conditions optimales du dialogue et concertation politique pour résoudre la crise actuelle dans l'Est de la RDC. Et comme action et activités à entreprendre pour ces objectifs, les deux parties se sont convenues. Donc, ils se sont convenus au cours de ce sommet qu'il doit y avoir la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. 2. Vaincre les FDLR qui sont à l'origine des tensions entre la RDC et le Rwanda. Ces FDLR jouent un rôle important dans cette crise. 3. Créer les conditions nécessaires pour le retour des réfugiés. 4. Réactiver l'équipe conjointe de renseignement Rwanda-RDC et fixer les modalités pratiques de lutte contre les FDLR en coordination avec la présidence de la CIRGL et le processus de Nairobi. 5. Convoquer la commission conjointe qui se réunit alternativement. Deuxième point, la prévention des violations territoriales et la garantie du respect des engagements pris par les États de la CIRGL. Et comme action à poser, il faut la cessation immédiate des hostilités. 2. La présidence en exercice de la CIRGL. 3. La vérification des accusations réciproques de la RDC et du Rwanda. Comme action, il faut créer un mécanisme de vérification ad hoc différent des autres mécanismes qui sera dirigé par un officier de la République d'Angola. 4. La revitalisation de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération de la RDC dans la région. Il faut mettre en place les mécanismes mixtes de consultation régulière, d'harmonisation entre
la CIRGL et la communauté d'Afrique de l'Est concernant le projet de paix de Nairobi. Il faut mettre fin à la divagation des groupes armés dans la région. Il faut accélérer la mise en œuvre de la coopération de désarmement, de mobilisation et de mouvements communautaires de déstabilisation des DRC. La promotion du partenariat économique entre les États de la région et le renforcement des mécanismes régionaux contre l'exploitation illicite des ressources. S'agissant des activités prévues, les parties prenantes devraient promouvoir l'activité économique dans la région et assurer les contrôles rigoureux et l'exploitation minière, ainsi que les activités liées aux ressources naturelles dans le respect de la souveraineté des États du protocole et du CIRGL. Intensifier la lutte contre les exploitations illicites des ressources naturelles de la RDC par les groupes armés. Il ne s'agit pas de lever la mesure de suspension des accords de coopération et de partenariat avec le Rwanda, précise Christophe Lutundula. 6. Comment garantir la bonne exécution de la présente feuille de route et rétablir la confiance entre partenaires? Ils ont proposé la convocation du sommet extraordinaire de la CIRGL à court terme. Il y a une synergie qu'il faut établir entre la CIRGL et la communauté de l'Afrique de l'Est. Rappelons que ce sommet tripartite sous les auspices de l'Angola a permis aux deux parties de trouver une solution pour décanter la crise qui pourrit les relations entre la RDC et le Rwanda. Voilà, cet article donc précise le contenu des résolutions qui sont sorties du sommet tripartite de Luanda. Je voulais, à Madame Jean-Marie Vianney, vous présenter, vous priver d'y entrer comme ça de mémoire. Comme ça, nos auditeurs et téléspectateurs aussi, ceci va rester à leur mémoire et ils sauront de quoi nous parlons quand nous parlerons du contenu de l'interview. Voilà, c'est fait. Je vous redonne la parole pour parler donc de l'interview. Comment vous l'avez trouvé? Ça a fait parler beaucoup. Vous disiez que le journaliste n'avait pas perdu son temps et qu'il a fait sortir du président Kagame ce qu'il y pensait intérieurement. Donc, bon, quelle que soit la qualité de ce qu'il a sorti, mais au moins le journaliste, lui, il a fait son travail. C'est ce que vous disiez. Voilà. Si vous pouvez conclure, nous allons entrer par après dans le fond de l'interview. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord parler du sommet de Luanda, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Je pars d'abord du compte-rendu de l'excellent ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre congolais, Christophe Lutundula, qui, avec son collègue, ont rendu compte à l'opinion congolaise et à l'opinion mondiale de l'issue et du contenu exact de la feuille de route de Luanda. Du côté du Rwanda, on a entendu évidemment le contraire, mais il est évident que déjà le président Lorenzo, lorsqu'il a reçu ses homologues, il n'est pas passé par 4 chemins. J'ai eu des confidences de plusieurs sources de personnes qui se trouvaient à Luanda avec la délégation congolaise. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dès le départ,
le président Lorenzo a dit les choses comme elles doivent se dire, que le Rwanda était accusé d'être présent au Congo, derrière le M23, que le M23 était un groupe rebelle qui, en fait, dépendait de Kigali aussi bien sur le plan financier que sur le plan logistique et militaire. Eh bien, le président congolais, Félix Tshisekedi, évidemment, a repris la même chose. Il a porté des accusations précises en donnant des preuves, en rappelant notamment les 2 officiers rwandais qui ont été remis à l'Angola et ensuite au Rwanda et qui avaient été pris, évidemment, en flagrant délit au sein des M23 au Congo. Là, Kagame ne pouvait pas nier puisqu'il a confirmé avoir reçu ces 2 officiers qui ont été pris sur le terrain, sur le territoire congolais, en train de combattre au sein des M23. Ensuite, le président Kagame, lorsqu'il a pris la parole pour répondre, il a voulu de nouveau esquiver cette question en disant que la question du M23 ne le concernait pas, que ça ne concernait pas le Rwanda, que c'était une affaire congolo-congolaise. Et c'est un mensonge qui ne passe pas. Vous savez, entre chefs d'État, bien sûr, ils sont courtois entre eux, et parfois ils se disent aussi la vérité. Ils se disent la vérité. Paul Kagame a poursuivi son discours en défendant les M23, en fait, en essayant de donner les raisons de cette guerre, en expliquant que le M23 se battait pour défendre les intérêts des rwandophones au Congo, qui étaient discriminés, qui étaient persécutés. Et ensuite, il semble que le président Tshisekedi lui ait dit fermement, en le regardant dans les yeux, il lui a dit, mais Monsieur le Président, vous dites que vous n'avez rien à voir avec le M23 et tout d'un coup, vous devenez son avocat. Kagame a dit non, je ne suis pas son avocat, mais j'explique comment je vois les choses. Mais il s'était dévoilé en réalité. 2 chefs d'État en face, c'est-à-dire Lorenzo et Tshisekedi, ne sont pas des enfants. Ils avaient compris que tout en niant tout lien avec le M23, Paul Kagame était devenu et était, de fait, l'avocat, le porte-parole du M23. Et les choses ont continué. Je signale en passant qu'au niveau technique, il semble que James Kabarebe, qui est le conseiller spécial de Paul Kagame, a fait, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une bourde ou une révélation. Il a dit, mais vous savez, nous ne sommes pas seuls. Hein. Avec le M23, il y a aussi l'Ouganda. Il y a aussi l'Ouganda parce que Makenga, lui, n'a pas fui en 2013 pour se réfugier au Rwanda. Il est allé en Ouganda. Une bonne partie des militaires qui sont en RDC aujourd'hui viennent d'Ouganda. C'est James Kabarebe qui l'a dit publiquement devant toutes les délégations. Et ça a été noté quand même par les Congolais. Une fois encore, ce ne sont pas des enfants, ils n'étaient pas à Luanda pour s'amuser. Ils notaient tout ce qui... Et tout ça est enregistré. Donc, ils ne peuvent même pas se dérober. La conférence était enregistrée par les services de communication de l'Angola et des autres, sans doute. Donc, déjà, à ce niveau, Kigali et Kagame en particulier, Kagame a été pris en flagrant délit de mensonge. Vous ne pouvez pas en même temps chercher la paix avec un pays qui est agressé. Lui dit que c'est par le M23, que ce n'est pas le Rwanda. Le Congo dit non, c'est le M23, mais venant du Rwanda. Effectivement, même si Makenga et ses hommes étaient au départ allés en Ouganda, il y a une jonction qui s'est opérée avant d'attaquer dans les dernières agressions. Makenga et les autres qui étaient au Rwanda ont fait jonction à la frontière congolaise, du côté du Rwanda d'ailleurs, dans les montagnes des volcans. Et c'est là qu'ils sont entrés sur le territoire du Congo, vers Rutshuru, vers Djomba, vers les autres contrées qu'ils avaient occupées dès le départ. Ils ne sont pas venus d'Ouganda, donc ça veut dire que les troupes de Makenga qui étaient stationnées en Ouganda ont dû traverser pour opérer une jonction avec leurs camarades qui, eux, étaient au Rwanda. Une deuxième question qu'on peut se poser,
Mais on pourrait éventuellement aborder la question lorsque nous entrerons dans le vif du sujet de la conférence même, parce que Kagame nie tout, c'est de se demander comment cela a pu être possible à l'insu des autorités des deux pays. Kabarebe n'a pas tout dit, mais au moins il a expliqué qu'une partie des troupes du M23 vient d'Ouganda et que donc l'Ouganda est avec le Rwanda derrière les agressions de la RDC qui sont actuellement en cours. Voilà, je tenais absolument à expliquer l'ambiance et le climat de la conférence à Luanda même si je n'y étais pas, mais j'ai eu des échanges avec ceux des membres de la délégation congolaise et même angolaise qui étaient présents sur place. Et je pense qu'ils ont le Rwanda ne pourra pas nier ce qui s'y est passé, d'autant que Kabarebe n'a pas démenti en tout cas l'affirmation du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Voilà, donc on peut aborder la conférence. Oui. Parlons du fait donc, de l'acte même. Donc, le sommet, c'était le conflit Congo, donc RDC, M23. C'est ça le sommet, la raison du sommet. Et le président Kagame est allé en personne, donc il est allé se présenter comme partenaire dans la résolution du conflit. Il est allé se présenter comme un partenaire dans la résolution de ce conflit, le conflit entre deux factions militaires qui se battent. Est-ce que ce fait même de se présenter comme partenaire n'est pas un aveu pour dire, voilà, je suis bon, si pas partenaire, mais je suis le patron. On ne peut pas aller négocier un cessez-le-feu pour le côté d'un combattant que tu ignores ou que dont tu n'as pas une quelconque responsabilité dans les activités de ce combattant. Donc, ce n'est pas possible que quelqu'un se présente comme partenaire dans un conflit qui ne le concerne pas. Tout à fait, vous avez raison. Le fait d'y aller un petit correctif quand même, c'est peut-être un abus de langage. Vous avez dit, sans faire attention, deux factions militaires qui se battent. En réalité, il s'agit de l'armée congolaise, l'armée nationale et FARDC, qui ont été attaqués par des troupes rebelles venues du Rwanda. On ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité. Les FARDC, ce n'est pas une faction. Ils se sentiraient insultés si on retenait cette expression. Donc, il s'agit d'une agression contre la République démocratique du Congo qui a été menée à travers la frontière rwando-congolaise et à partir du territoire rwandais. Cela ne peut pas être mis en cause ni en doute. Les habitants de la région l'ont signalé la nuit même où les troupes rwandaises ont traversé. Les habitants de cette région l'ont dit. Ils ont même pris des images. On a vu les troupes de RDF traversant, venant du territoire rwandais vers Rutshuru et toute la région concernée. Les gens, aujourd'hui, vous savez, tout le monde a peut-être pas tout le monde, mais la plupart des habitants de cette région possèdent des smartphones. Ils les ont filmés lorsqu'ils arrivaient. Là, on ne peut pas mettre en doute ces témoignages. En plus, moi, j'aimerais bien poser deux questions. C'est vrai qu'on n'est pas au Rwanda, on ne sait pas ce qui s'y passe, on n'est pas en Ouganda, on ne sait pas comment les choses se sont passées. Mais on nous dit, et cela est prouvé par tous les dispositifs pris par les Nations Unies à l'époque,
par la MONUSCO, par le Congo et le Rwanda et l'Ouganda, qui étaient de toute façon les pays partis à cette affaire. En 2013, lorsque les M23 ont été vaincus, il a fallu bien qu'ils repartent, qu'ils sortent, qu'ils quittent le territoire congolais. Une partie est allée en Ouganda. C'est officiel, avec comme chef, donc à leur tête, le général Makenga. Et les autres sont allés au Rwanda. Que ce soit Kabarebe, que ce soit Kagame, que ce soit tous les chefs militaires rwandais, ils confirment que ces gens-là ont été reçus au Rwanda et qu'ils ont été regroupés dans un camp, qu'ils ont été désarmés. Ça ne peut pas se faire autrement. Et que depuis 2013, donc, ils sont au Rwanda. On sait par ailleurs que les chefs militaires et politiques de M23 naviguent entre Kigali et Kampala régulièrement. C'est connu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on nous explique quand, comment le M23 s'est retrouvé brusquement en RDC, alors qu'il était censé se trouver dans des camps de regroupement au Rwanda et en Ouganda. Et comment cela a pu se faire à l'insu des deux pays, à l'insu des autorités ougandaises et rwandaises. Donc, il ne faut pas que les gens prennent les autres pour des imbéciles. C'est une équation que même un enfant de 10 ans peut résoudre. Si le M23, des milliers de militaires, de rebelles, si les milliers de rebelles du M23, Rwanda ou Ougandais, se trouvaient dans des camps de regroupement et étaient surveillés, ils ont été désarmés. Quand se sont-ils réarmés? Par qui? Et quand ont-ils traversé la frontière pour se retrouver brusquement en RDC? Le jour où le Rwanda et l'Ouganda répondront à cette question, on y verra plus clair. Mais il est évident que, naturellement, Kampala et Kigali ont de tout temps continué à armer et à entraîner le M23 et à recruter même, parce que au-delà des rebelles qu'il y avait au Congo en 2013, il y a eu de nouveaux recrutements. Donc, moi, j'aimerais qu'on nous réponde à cette question. Qui a entraîné et recruté de nouveaux militaires, de nouveaux effectifs pour le M23, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Ouganda, parce qu'on y a vu des très jeunes, des jeunes de 15-17 ans. Il est évident qu'en 2013, ces jeunes-là n'étaient pas membres du M23. C'est une évidence. Et il est évident aussi que Makenga et les chefs militaires, les responsables, les dirigeants politiques, du M23 doivent pouvoir expliquer depuis quand ils ont quitté les camps de regroupement, depuis quand ils ont traversé la frontière et de quelle façon ils l'ont fait pour que les choses soient claires. En plus, le ministre Christophe Lutundula a donné une autre précision intéressante qui a peut-être échappé à certains, mais moi je l'ai retenue. À Nairobi, lorsqu'on parlait de cette agression, lorsqu'on parlait du M23, le président Kagame n'a jamais mentionné l'Ouganda. Alors qu'à Luanda, James Kabarebe l'a fait, et dans son interview aux journalistes de France 24, Paul Kagame y a fait allusion tout le temps, en pleurnichant comme un enfant, en disant « Pourquoi on s'acharne sur nous alors qu'on n'est pas seul ?» Il l'a dit à 2-3 reprises. On s'acharne sur nous, nous ne sommes pas seuls dans cette affaire. Donc, pour dire, nous ne sommes pas seuls derrière le M23. Il y a aussi les Ougandais. À Nairobi, parce que le président Museveni était présent, bien sûr, Kagame n'a pas osé le faire. Mais à mon avis, c'est un aveu aussi. C'est un aveu. Il dit, nous y sommes, mais nous ne sommes pas seuls. Pourquoi voilà, c'est un aveu. Nous seulement qu'on attaque. C'est tout à fait, c'est un aveu. C'est un aveu clair. Tout à fait, tout à fait. Là, par exemple, ceux qui disent que le journaliste n'a pas il le dit pour nos téléspectateurs. Je voudrais jouer cet extrait de cette interview
Tout à fait. Franchement, où il dit que donc le journaliste, lui, il est clair dans sa question. Ouais. Mais Kagame, lui, il ne donne pas une réponse claire, mais donc, il ne dit pas oui, nous y sommes, mais il ne nie pas non plus. Mais dans la réponse qu'il donne, il accepte qu'ils y sont, mais il dit, mais nous ne sommes pas seuls. Pourquoi c'est nous seuls qu'on accuse d'y être? Aloïs, si vous permettez, je vais rappeler ce que Kagame avait répondu il y a quelques années, lorsqu'on reprochait à son gouvernement et à lui-même de piller les ressources du Congo. Il a dit, mais Monsieur le Président, pourquoi vous n'arrêtez pas le pillage des ressources du Congo? Alors, il avait répondu en disant, vous savez, mais toutes ces puissances qui nous accusent de le faire, c'est avec elles que nous l'avons fait. Ce sont nos complices, en fait. C'est ce qu'il avait répondu. Donc, là aussi, il avoue, en se réfugiant derrière la responsabilité de ses partenaires, mais ça ne le dédouane d'aucune manière de ses responsabilités. Et voilà, c'est vrai. Il a tendance chaque fois à diluer sa responsabilité dans celle des autres. Non, ça ne le dédouane pas de sa responsabilité à lui. Même s'il y a des autres, il a souvent dit aux Occidentaux, voilà, chez vous aussi, vous faites ça. Vous me dites de piétiner les droits de l'homme, mais chez vous aussi, vous le faites. C'est habituel chez lui. Voilà, donc ici, il va nous dire que les torts ne sont pas seulement dans un seul camp. Ça veut dire que dans son camp, il y a à accuser des torts, mais il dit chez les autres aussi, il y a des torts aussi. Le problème, c'est que lorsque vous parlez de résultats concrets, depuis cette réunion, il y a quelques jours, les combats ont repris dans l'est de la RDC entre le groupe de rebelles M23, le gouvernement de la RDC, qui accuse déjà le M23 et le Rwanda de ne pas avoir respecté leurs promesses. Je ne crois pas qu'il faille s'engager dans un jeu d'accusations respectives, s'accuser les uns les autres. Une partie accuse l'autre, ensuite c'est l'autre qui accuse la première. Je ne crois pas que les torts soient dans un seul camp. Mais peut-être qu'il fallait s'y attendre. Certes, on a discuté. Bon, on peut déjà s'arrêter là. Donc, il dit non. Si les combats ne sont pas arrêtés, c'est que, bon, de notre côté, ne me jugez pas, ne m'accusez pas tout seul, alors que nous nous battons à deux. Donc, les réponses qu'il a données, il y avait ces aveux disant que oui, je suis dedans, mais je ne suis pas seul. Il y a aussi les autres. J'ai tort. Donc, il dit qu'il a tort si les combats ne s'arrêtent pas, ne sont pas arrêtés, mais il y a aussi les FARDC de l'autre côté. À mon avis, c'est sa façon de dire, de ne pas dire oui, j'y suis, mais en même temps d'avoir peur de nier. Ce qui me ramène à ce que vous disiez tout à l'heure, que les deux présidents à Luanda lui ont clarifié que c'est inutile de nier. Il y avait des preuves, les Congolais ont dit qu'ils avaient présenté au médiateur des preuves. Ce n'est pas que les deux militaires qu'ils ont pris, il y avait aussi d'autres preuves matérielles qu'ils ont amenées. Donc,
il a peur de nier. Il a peur de nier, mais il ne le dit pas aussi clairement, voilà, j'y suis. Alors, ce qui ramène à la difficulté de donner des réponses claires aux journalistes qui lui posent pourtant des questions claires. Vous savez, sur le même sujet, le journaliste lui a dit, mais Monsieur le Président, les États-Unis vous ont demandé de quitter le Congo. Il a dit, oui, mais comme s'il avait dit, ils n'ont qu'à aller se faire foutre. Ils peuvent appeler qui ils veulent, mais ça n'apportera aucune réponse. Il était d'une insolence. Est-ce que c'est vraiment de l'insolence ou alors tout simplement c'est le roi qui est nu? À partir d'un moment donné, je me suis dit, Paul Kagame a des soucis, peut-être de suivi dans sa... Mais au sol, Il y a eu un petit problème là, technique. Oui, oui, non, c'est pas grave. C'est une vidéo que je préparais pour la Donc, suite. je crois que Paul Kagame est un peu acculé quand même. Il n'avait pas l'habitude de traiter les États-Unis. Le journaliste a bien insisté que ce sont ses alliés traditionnels. Lui, il a presque dit on s'en fout, ils n'ont rien à nous dire. Mais il se trompe parce que chaque fois qu'il a des petits soucis, il va pleurnicher à Washington et souvent il obtient ce qu'il veut. Mais sur le problème de l'agression du Congo, la présence du M23, dont on sait que c'est une émanation, une fois encore, des RDF, l'armée rwandaise, il ne pourra pas se dérober, il ne peut pas. Et j'aimerais bien qu'il dise un jour publiquement, Paul Kagame lui-même, que l'Ouganda est mêlé à cette guerre, que donc il faut l'accuser aussi, le pointer du doigt, comme on le fait avec le Rwanda. Kabarebe l'a fait, que Paul Kagame ait le courage de le faire. Ce serait plus logique, effectivement, parce que pour les populations congolaises qui subissent les attaques et les massacres commis par le M23 et par l'armée rwandaise dans cette partie de la RDC, les populations, que ce soit que l'agresseur vienne du Rwanda ou du Rwanda, pour les populations qui subissent, eh bien, c'est la même chose, effectivement. Mais même si le Rwanda était impliqué, je pense qu'il est impliqué quelque part, ce n'est pas une raison pour Paul Kagame de se dérober. Il doit affronter ses responsabilités. Et de toute façon, il n'a pas de choix aujourd'hui, parce que le président Tshisekedi a été clair. Si le M23 ne se retire pas, c'est-à-dire si le Rwanda ne retire pas le M23, d'ici peu, il y a un risque de guerre entre les deux pays. Kagame a répondu en disant en fait, qu'il ne craint pas le pire, que si le meilleur ne vient pas, il est prêt à affronter le pire, c'est-à-dire la guerre. Nous, population de la région des Grands Lacs, ne souhaitons vraiment pas qu'il y ait une guerre ouverte entre ces deux pays, mais si c'est cela le prix de la liberté et de la souveraineté de la RDC, les Congolais, je pense, ils vont le faire. Ils ont sans doute beaucoup de soucis d'organisation, de soucis logistiques, mais la volonté d'en finir et d'en découdre définitivement, je crois qu'elle est là. On le veut. Et le grand souci pour les Congolais, en fait, c'est que ils ont été infiltrés justement à l'avance. Donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas assez de force pour affronter celui qui les assaille, leur assaillant, mais c'est que l'assaillant a pris l'avance d'être dans leur rang, dans les rangs congolais, et que là, il y freine, il dérange donc la défense congolaise ne peut pas bien s'organiser. Ils l'ont bien dit clairement. D'ailleurs, ils ont été obligés de renvoyer certains éléments, justement, qui donnaient des signes de collaborer avec les M23. Ça a été fait, c'est connu. C'est vrai qu'il y a des infiltrations, mais je crois que nos frères congolais ne doivent pas non plus se réfugier tout le temps derrière les infiltrations. Nous sommes en période de guerre. Il y a combien d'infiltrés sur l'ensemble des vaillants soldats congolais? S'il y en a beaucoup, il n'y a pas 10% d'infiltrés dans cette armée.
La justice militaire existe. Moi, je le sais parce que j'ai étudié le droit pénal militaire. À l'époque, quand j'étais étudiant, j'ai même assisté à des exécutions après des jugements qui sont expéditifs. Hein. En 24 heures, on juge et on exécute. Il faut que les Congolais sachent qu'en période de guerre, il n'y a pas lieu de jouer au sentiment ou alors à la diplomatie. Non, non, non. Quelqu'un qui est pris en flagrant délit de trahison au cours de cette guerre et au cours de toutes les guerres, il est poursuivi et la justice militaire s'applique. On sait ce que ça veut dire. C'est souvent des exécutions immédiates. C'est une justice expéditive qui n'attend pas plus de 24 heures. Et donc, ceux des officiers, sous-officiers et autres, qui sont des infiltrés, ils doivent le savoir aussi et faire attention. C'est-à-dire arrêter de trahir leur pays s'ils sont congolais, ou alors fuir et retourner dans leur pays respectif, parce que la justice risque de s'appliquer le jour où la guerre va commencer. Enfin, la guerre est déjà là, mais lorsqu'elle sera effective, les choses peuvent changer. Donc, vraiment, c'est un clin d'œil aux autorités congolaises. Il n'y a pas de complaisance à avoir. Il s'agit de la souveraineté de leur pays, il s'agit de la vie de leurs citoyens. Kagame ne peut pas se réfugier chaque fois derrière. Voilà, il y a le génocide au Rwanda en 1994, maintenant il y a des génocidaires au Congo, parce que c'est le seul argument qu'il a brandi lorsqu'il a rencontré ses homologues et aussi dans l'interview. Il ne cesse de parler des FDLR. Le FDLR, franchement, quand est-ce que les FDLR ont attaqué le Rwanda pour la dernière fois? Il a parlé de 2019, mais pour moi, en 2019, ce n'était même pas les FDLR. C'était d'autres mouvements rebelles, rwandais sans doute, mais pas les FDLR. Il n'a pas dit un mot sur la question des réfugiés alors qu'elle est nommément concernée dans la feuille de route. Parce qu'il sait là aussi que le rapatriement des réfugiés rwandais de RDC, qui sont plus de 245 000 réfugiés rwandais, on le sait, mais on ne le dit pas souvent, eh bien, il faut que ces gens soient rapatriés, mais dans la dignité et la sécurité, avec la protection internationale. Le président Kagame exige de Tshisekedi qu'il prenne et qu'il rapatrie, et qu'il s'engage à rapatrier les réfugiés qui sont au Rwanda. Mais lui, il ne se donne pas cette peine de s'engager à rapatrier aussi les réfugiés rwandais qui sont en RDC. Donc, lui, il voit les choses en un sens. Vous savez, il y a des choses qu'on ne nous a pas dites. Les M23 doivent retourner d'où ils sont venus. C'est ça qui a été décidé à Luanda. Et ils sont venus du Rwanda et d'Ouganda, selon les autorités rwandaises, selon Kabarebe et selon Kagame. Donc, qu'ils commencent déjà par quitter le territoire congolais. Bien évidemment, il y aura des mécanismes de tri lorsqu'ils seront au Rwanda et en Ouganda. Je pense que le Congo ne va pas refuser de rapatrier ces réfugiés. S'ils sont du M23, ils sont armés, ils sont militaires, ce sont des gens qui ont participé quand même à des guerres au Congo. Le Congo décidera de ce qu'il faudra faire, des actions à prendre pour cette catégorie de réfugiés, entre guillemets. Bien évidemment, il y a des réfugiés congolais au Rwanda et le Congo n'a jamais refusé de les recevoir. Rappelez-vous, il y a, je pense, 3 ans, quand des réfugiés congolais de Karongi, c'est-à-dire à Kibouye, je pense, ont souhaité rentrer dans leur pays. Ils ont même fait des manifestations. Le Rwanda a envoyé des militaires et des policiers pour tirer dessus, pour les empêcher de rentrer dans leur pays. Il y a eu 12 ou 13 morts à l'époque, des Congolais. Des Congolais, dont certains disent qu'ils sont Tutsis, mais du Nord Kivu. Moi, je sais, pour avoir vécu dans ce pays, qu'il y a effectivement des Tutsis congolais et des Hutus congolais et d'autres tribus du Congo. En ce moment-là,
les Nations Unies et toutes les instances chargées de la question des réfugiés ont condamné l'action du Rwanda. Ils ont envoyé Kigali, le FPR a envoyé des militaires et des policiers pour empêcher les réfugiés congolais de rentrer volontairement. Et les réfugiés, lorsqu'on leur a posé la question de savoir pourquoi ils souhaitaient rentrer chez eux, ils ont expliqué que le Rwanda voulait les recruter justement pour le M23 et qu'eux ne souhaitaient pas s'engager dans l'action militaire contre leur propre pays, qui s'était déjà battu suffisamment pour le Rwanda et qui ne souhaitait plus faire partie des RDF. Ça, c'est un cas connu, ça fait l'objet de beaucoup de publications et d'articles de journaux. Nous avons à l'époque fait des émissions sur cette affaire-là. Donc, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a refusé de recevoir ces réfugiés. Mais il faut évidemment qu'ils en discutent. Et dans quelles conditions faut-il que ces réfugiés rentrent dans leur pays? En revanche, pour le Rwanda ne veut pas en entendre parler pour lui, pour Kagame. Les réfugiés rwandais doivent rentrer dans des cercueils. Dans un discours célèbre, Paul Kagame a dit, vous savez, ces imbéciles-là, nous les avons poursuivis au Congo, nous en avons tué beaucoup, mais malheureusement, nous n'avons pas pu finir la tâche. Quand nous aurons les moyens, nous allons repartir pour les finir, pour en finir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un discours de Paul Kagame que nous possédons tous. Nous avons les audios, nous avons le texte qui a été retranscrit, bien sûr. Et vous voyez, c'est une différence d'approche. Donc, pour moi, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord que les M23 rentrent dans leur pays d'asile. Ensuite, il y aura un tri pour savoir qui est rwandais et qui est congolais, parce qu'effectivement, dans le M23, il n'y a pas que des Rwandais. Il y a aussi des Congolais, dont, par exemple, leur porte-parole, Willy Ngoma, il paraît que c'est un Congolais. Il serait même de l'Équateur. Vrai ou faux, c'est ce qui se dit. En tout cas, il parle bien lingala, swahili, un peu kinyarwanda. C'est un monsieur qui étonne et qui... On doit s'intéresser à ce monsieur, d'où il est venu pour faire partie du M23. Depuis quand, d'ailleurs? L'ambassadeur congolais aux Nations Unies, à la dernière conférence du Conseil de sécurité, a présenté des documents qui ont été l'objet d'études à l'avance lors des négociations Congo-RDC M23 au niveau de l'EAC, je crois, East African Community. Et ils ont présenté une liste, c'est, je crois, dans les accords qu'ils ont eus à Nairobi bien avant. Et en 2013, en fait, ils ont recensé les militaires, les rebelles du M23, identité par identité, et ils savent qui est rwandais, qui est congolais, ils savent. Mais maintenant, il y a eu de nouveaux recrutements, des jeunes qui sont dans le M23. Est-ce qu'ils sont congolais? Est-ce qu'ils sont rwandais? Donc, c'est un nouveau recensement qu'il faudra faire, en fait. Oui, c'est ça. Donc, il faudrait une nouvelle liste. Tout à fait. Et des experts qui doivent dire, voilà, lui, il est rwandais, lui, il est congolais, lui, il est rwandais, lui, il est congolais. Et les preuves ne manquent pas parce que il y en a qui ont combattu au Rwanda lorsque le FPR a attaqué le Rwanda, a pris le pouvoir, pour prendre le pouvoir. Il y en a qui ont des parents au Rwanda et qui ont, c'est pas difficile à tracer. Je pense que donc, le travail est là. Mais cela n'empêche pas que le Rwanda, au niveau soutien, au niveau logistique, maintenant, nous devons ajouter aussi au niveau politico-diplomatique soutien et derrière le mouvement du M23. Les preuves sont là. D'ailleurs, le journaliste Perelman a demandé clairement à Kagame, donc 2 ou 3 fois,
Kagame, malheureusement, donnait des réponses ni oui ni non, mais pleurait seulement sur ses propres problèmes, mais n'oubliez pas qu'il est au Congo. Je vais encore passer une courte vidéo de 4 minutes où justement le président Kagame, il dit, voilà, moi aussi j'ai des problèmes. On lui dit, les M23, est-ce que tu vas signer qu'ils arrêtent et qu'ils se retirent? Non, moi aussi j'ai des problèmes. Passons donc à cette petite vidéo. Mais au sommet, vous dites, lorsque vous avez rencontré Félix Tshisekedi, vous avez accepté de trouver un moyen de sortir de ces tensions. Très bien, parce que dans le Financial Times, on lui a posé la question à propos d'une guerre éventuelle entre la RDC et le Rwanda. Il a dit qu'on ne peut pas l'exclure si les actions provocatrices du Rwanda se poursuivent. C'est donc clairement une menace à peine voilée. Je n'aime pas beaucoup parler de manière aussi désinvolte de la guerre. Il vous l'a dit lorsque vous l'avez vu à Luanda. Non. Non, mais il l'a peut-être répété. Mais je l'ai lu dans le Financial Times. Tout ce que je dis, c'est que moi, je n'aime pas parler de manière aussi facile et désinvolte de la guerre. Je n'anticipe pas ces hostilités. Donc, laissons ça de côté pour le moment. J'ai été en Angola pour m'assurer que tout malentendu, tout conflit, toute tension puisse être résolu de manière amicale et pas par la guerre. Oui, mais il a à maintes reprises dénoncé l'agression du Rwanda contre son pays. L'ambassade américaine à Kinshasa a affirmé il y a quelques jours qu'elle était très inquiète, je cite, par la présence signalée de troupes rwandaises en RDC. Les États-Unis sont un allié clé du Rwanda. Lorsqu'ils disent que vous êtes en RDC, quelle est votre réponse? Moi, je réponds ceci. Je suis toujours surpris dans ces conflits, par exemple le conflit au Congo. Les gens vont tout de suite accuser le Rwanda. Même les Américains? Oui, tout le monde. Je parle de ceux qui font des accusations. Les accusations sont infondées? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le Rwanda est accusé par les États-Unis, par d'autres, mais on ne parle pas. Tout le monde. Personne ne parle d'autres problèmes tels que le FDLR, qui est là depuis 25 ans. Quand on les entend porter ces accusations dont vous parliez, c'est un petit peu comme si le Rwanda semait toujours le chaos, au Congo, ils font ceci, ils font cela, mais ils ne parlent pas du bombardement de notre territoire par l'armée congolaise. Ils ne parlent pas des incursions en novembre 2019 par le FDLR qui a envahi une partie de notre pays et a semé le chaos. Si on parle de provocation, ils ont fait ces incursions dans nos populations. Et ça, j'entends bien ce que vous dites. Vous le comprenez vraiment? Eh bien, si vous le comprenez, dans ce cas-là, il faudrait... Non, mais ça ne répond pas à la question. Y a-t-il des troupes rwandaises en RDC? Il y a peut-être d'autres questions. On va y venir. C'est un des points de la feuille de route. Niez-vous qu'il y ait des soldats rwandais sur le sol de la RDC, comme l'affirment les Américains? Eh bien, moi, je vous dirais ceci. Quand il y a tellement de partis qui composent, qui participent à ce problème et qu'on insiste pour ne parler que de l'un d'entre eux, c'est vous qui avez le problème, plutôt que celui que vous accusez. Et ça répond à votre question. Qu'en est-il des affirmations répétées par les autorités congolaises
selon lesquelles le Rwanda soutient le M23. Elles disent, Félix Tshisekedi indique dans le même entretien que si le Rwanda ne l'avoue pas, il y a des intentions cachées. C'est une longue histoire. Tout d'abord, le M23, ce n'est pas le problème du Rwanda. Ce ne sont pas les Rwandais. Nous, on n'a pas besoin d'eux pour quoi que ce soit. Deuxièmement, l'histoire du M23 est bien connue. On en a parlé avec le président Tshisekedi, avec le gouvernement notamment. Et ce ne sont pas des gens qui sont venus du Rwanda. Alors, pourquoi est-ce qu'on va mélanger ce problème du M23 avec le problème du Rwanda? J'en sais rien. Parce que eux affirment que vous les soutenez financièrement, militairement, qu'ils ont des armes bien plus puissantes. Même l'ONU le dit. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. S'agit-il de mensonges? Vous le niez catégoriquement? Je ne voudrais pas qu'on s'apesantisse trop là-dessus parce qu'on n'a pas tellement de temps. C'est un problème complexe, je vous en ai parlé, je vous ai dit, il y a beaucoup de partis qui participent. Et puis on prend une seule de ces partis et dire que c'est le Rwanda qui est en tort et dire c'est au cœur du problème et les autres problèmes. Voilà, donc à toutes les questions que lui pose le journaliste, Kagame répond non, il y a les autres aussi. Et pourquoi moi? Pourquoi le Rwanda seul alors qu'il y a les autres? La réponse est toujours la même et ça tourne autour du M23. Non, ce ne sont pas des Rwandais. Mais pourquoi on ne parle pas du FDLR? Ils nous attaquent aussi. Nous ne sommes pas seuls. Pourquoi c'est nous seulement qu'on attaque? Le président Kagame, il a à chaque fois cette façon de s'échapper, de cet échappatoire derrière les autres pour ne pas répondre à ses responsabilités. Vous l'avez dit, et je crois que c'est avéré. Donc, on a déjà pris quelques minutes de l'interview et c'est toujours la même chose. Il ose même dire que lui, il ne parle jamais de guerre. Qui n'aime pas parler de la guerre? Mais si les Congolais se sont réveillés, c'est parce que nous leur avons envoyé un discours de Kagame, un extrait sous-titré, traduit, qui leur dit, voilà, moi je viendrai chaque fois me battre chez vous, vous avez des espaces, moi alors, qui parle de la guerre? Est-ce que le Congo a jamais parlé de faire la guerre au Rwanda avant cette fois, avant ces dernières agressions par le Rwanda et les M23? Non, mais il dit, voilà, personne ne parle du FDLR, pourquoi on ne parle pas des FDLR? Il y a pourtant les autres, je ne suis pas le seul au Congo, et Jean-Marie Vianney, je pense que c'était manque de respect, comme vous l'avez dit, à l'intelligence des gens qui lisent des rapports. En fait, le président Kagame procède par bluff, hein, vous savez, et il y a un manque de sincérité, un manque évident de sincérité dans ce qu'il dit. Et je pense que le président Paul Kagame devrait apprendre à dire merci de temps en temps, à reconnaître les faits, la réalité, et dire merci à ceux qui l'ont aidé. Rappelez-vous, en 2019, si je ne me trompe, c'était en septembre 2019 que l'armée congolaise et l'armée, les trucs, comment on les appelle, Special Forces, les forces spéciales de RDF, aidées par les États-Unis sur le plan logistique, c'est connu aussi. Ils avaient pu identifier
le lieu exact où restait Sylvestre, le général Sylvestre Mudachumura, et il l'avait abattu. Il n'a même pas eu le temps de se défendre, de se battre contre ses agresseurs, parce que Paul Kagame avait demandé sa tête. Quelque temps après, d'autres membres des FDLR ont été arrêtés au Congo et extradés vers le Rwanda sans même suivre toute la procédure juridique qu'on devrait d'ailleurs suivre en la matière. Le Congo, de ce côté-là, a été a subi la pression de Kagame. Maintenant, lorsqu'on demande à Kagame de rendre, plutôt de... Ils ne peuvent pas aller assassiner des gens non plus, mais au moins de faire un geste, de demander à son armée des M23 de se retirer du Congo, il revient à 2019. 2019, il n'y avait pas eu d'attaque d'envergure contre le Rwanda. C'est vrai, je pense qu'il y avait eu, d'ailleurs à l'époque, on ne parlait pas de FDLR, on parlait de Ruti et de RNC dans cette région. Ce n'était pas tant les FDLR. Mais même s'il y avait eu une attaque, une fois encore, je rappelle que les FDLR sont pour la plupart des anciens réfugiés civils qui ont dû s'armer par tous les moyens sur place au Congo, comme le font d'ailleurs les populations congolaises de certaines tribus qui doivent créer des milices armées pour protéger leur population contre les agressions venant du Rwanda. Et bien les réfugiés rwandais aussi ont trouvé les moyens de s'armer pour résister justement ou pour faire face à ces attaques de l'armée rwandaise. Donc, c'est vraiment beaucoup osé que de comparer les FDLR Le M23. Je pense plutôt que les FDLR commencent à devenir des sortes de faire-valoir. Ce sont des prétextes. Kagame, en fait, ne souhaite pas que les FDLR quittent le Congo parce qu'il n'aurait plus aucun argument. Et de toute façon, il n'a jamais voulu que tous les membres des FDLR soient rapatriés. Mais depuis 2019, puisqu'il faut le dire aussi, combien d'officiers ont été rapatriés au Rwanda, de Kisangani, et de partout ailleurs dans la région du Nord Kivu, dans le cadre de convention entre le Congo et le Rwanda. À l'époque, nous avions beaucoup critiqué cela parce qu'il n'y avait pas de transparence. Mais le Congo a livré. Le Congo et la MONUSCO d'ailleurs, parce qu'ils étaient sous la responsabilité de la MONUSCO, ils les ont livrés au Rwanda. Beaucoup d'entre eux ont été liquidés après leur arrivée au Rwanda. D'autres sont allés à Mutobo pour, soi-disant, subir une éducation civique. Et donc, on ne peut pas reprocher à la RDC de n'avoir jamais rien fait. Était recyclé. Voilà, Et renvoyé au Congo justement pour semer le désordre, encore une fois, parce que c'est eux qui connaissaient le terrain. C'est le Rwanda qui le faisait. Vous dites quelque chose de très important, parce que il faut que ceux qui nous suivent l'entendent. Le Congo, les différentes autorités, les différentes autorités du Congo ont fait des concessions incroyables. Ils ont accepté, pas peut-être officiellement, que les militaires rwandais aillent au Congo chasser les FDLR. Ce n'est pas un secret pour personne. Il y a eu des opérations conjointes RADF et FARDC. Et parfois même les FARDC n'en faisaient rien. Il lâchait tout les RADF derrière les FDLR pour les... Parfois, il les capturait, parfois, il les tuait sur place. Souvenez-vous des mots du général, c'est qui encore, qui disait, nous, on va là-bas, on les tue et ils servent d'engrais aux forêts du Congo. C'est pas... C'est dit clairement et publiquement. Et donc, on se souvient des opérations
Umoja wetu, ça voulait dire les RDF du Rwanda et les FARDC du Congo qui menaient des opérations sur le sol congolais, qui pourchassaient les FDLR. Le président Kabila l'a fait à plusieurs reprises. Et quand nous crions, et quand la communauté internationale criait, quand ça devenait public, tellement public, les opérations cessaient, mais c'était périodique. Le président Kabila l'a fait à plusieurs reprises. Le président Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a laissé entrer les RDF sur son sol dans de telles opérations, une ou deux fois. Donc, le président Kagame, comme vous le disiez, devait au moins le reconnaître et dire, voilà, merci, le Congo a montré la bonne volonté de m'aider dans le problème de chasser les FDLR. Mais au lieu de cela, il en fait un échappatoire pour dire chaque fois que ces mauvais actes, ces agressions au Congo, c'est poursuivre les FDLR. Lorsque Kagame, avec la FDL, ont pris le pouvoir au Congo, c'est les RDF qui faisaient la loi sur tout le sol congolais, surtout à l'Est. Alors, pourquoi à ce moment-là, ils n'ont pas réglé le problème des FDLR? Alors qu'ils avaient... Maintenant, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour lui, pour les FDLR? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que les Congolais n'ont pas fait pour l'aider à terminer le problème des FDLR? Sur cette question, alors ici, je peux ajouter deux éléments. Oui, bien sûr. Vous faites bien de rappeler Umoja wetu, il y en a eu deux. Il y a eu deux opérations Umoja wetu. Ça veut dire Umoja wetu, c'est notre unité, c'est-à-dire l'unité entre les deux armées, congolaises et rwandaises. À la fin de ces opérations, les Congolais, le président Kabila et son gouvernement ont fini par dire, écoutez, rentrez chez vous, vous avez fait l'essentiel. Ce que vous n'avez pas pu le faire, on verra plus tard. Mais plus, lorsque Kagame continue à dire, oui, mais ce sont des génocidaires, ce sont des ceci, cela, le président Kabila a demandé expressément au Rwanda de lui donner la liste des présumés génocidaires, membres des FDLR, et des présumés génocidaires réfugiés en RDC. Vous comprenez que c'était un piège que Kagame a su éviter en disant non, non, ce n'est pas ça qui nous intéresse, on a fait ce qu'on a pu, le reste on verra plus tard. Pourquoi? Parce que les FDLR, je l'ai dit, sont devenus pour Paul Kagame une sorte de poule aux œufs d'or. S'ils n'ont plus l'argument, le prétexte des FDLR, ils ne pourront même plus trouver d'excuses de prétexte. Donc, ils ont intérêt à ce qu'il y ait une rémanence de FDLR en RDC. Rappelez-vous quand le président tanzanien Kikwete a suggéré, en utilisant une sorte de parallélisme des formes et de moyens, il a dit, mais vous, président Kagame, vous demandez à la RDC d'intégrer les anciens rebelles dans son armée, vous suggérez le dialogue aujourd'hui encore. Kagame suggère que le Congo dialogue avec le M23. C'est quand même incroyable. À l'époque, rappelez-vous, lorsque le président Kikwete avait suggéré cela au président rwandais, publiquement, dans un discours qui est resté historique, hein, il a dit au président Kikwete, écoutez, ce que vous avez dit là, en fait, vous condamne à mort. Je vous attendrai là où il faut et je vous frapperai et vous ne saurez jamais d'où c'est venu. Il s'adressait à un autre chef d'État de la Tanzanie, un homme très, très, très respecté, aussi bien en Tanzanie, en Afrique que dans le monde, le président, ancien président Kikwete. Et donc, les autres doivent faire ce que lui ne peut pas et ne veut jamais faire,
et voilà le Paul Kagame que nous connaissons. Oui, c'est lui. D'ailleurs, il se définit et il se révèle. Je vais, avant de terminer notre émission, je vais vous faire écouter une partie du discours où il se révèle lui-même qui il est. Donc, vous allez essayer de nous analyser ça. Mais moi, dans ma connaissance pas très élevée des discours des politiciens, j'ai sous-entendu que c'est lui qui se décrivait comme le problème de la sous-région. Parce qu'il évoque même les années, il dit, voilà 25 ans qu'il y a des problèmes au Congo. Est-ce que c'est Kagame? Mais on le sait bien. C'est depuis ces 25 ans, justement, avec l'AFDL qu'il est entré au Congo. C'est lui le problème. C'est après l'AFDL, les CNDP, ce sont des émanations du Rwanda. C'est lui le problème. Je pense que là, il s'est décrit, il s'est révélé dans cette vidéo, en répondant aux journalistes, qu'il s'est trahi et il s'est montré que c'était lui vraiment le vrai problème de la région. Écoutons. Le FDLR, comment protéger notre territoire des incursions du FDLR qui travaille avec le gouvernement du Congo, la MONUSCO qui soutient le FDLR en sachant très bien qu'il travaille avec les autres. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Moi, je vous pose des questions, des accusations qui vous ont été adressées au Rwanda. Mais ce n'est pas que de ça qu'il s'agit. On continue de parler du Rwanda, mais ce n'est pas seulement ça. En 2013, si je me souviens bien, vous avez reçu un appel à l'époque du président Obama à propos de cette question. Avez-vous reçu des appels du président Biden, du secrétaire d'État Blinken pour calmer la situation ces derniers jours? De préférence pas, parce que ça ne mènerait à rien. Qu'ils appellent ce qu'ils veulent, qu'ils m'appellent moi, et peut-être que quelqu'un leur donnera la réponse qu'ils recherchent. Voici ce que je dis. En fait, on n'a besoin que d'une logique simple, on a besoin de raisonner. Ce problème, on l'a déjà connu en 2012, 2013, et on le retrouve 10 ans plus tard. Qu'est-ce qui a mal tourné d'après vous? Je voudrais que quelqu'un me dise pourquoi ce problème, en fait, d'après moi, c'est un problème qu'on peut résoudre facilement. Pourquoi est-ce que ça reste pendant 10 ans, ça revient? En fait, une partie du problème, on la connaît depuis 25 ans. Et la communauté internationale, en fait, tout le monde, a dépensé tellement d'argent à en parler de ce problème en disant c'est le Rwanda. Et puis on le retrouve, ce problème, en 2022. Pensez-vous vraiment que ce soit le Rwanda qui soit incriminé? On peut voir que le problème gît ailleurs. En RDC. Et même la communauté internationale prétend essayer de résoudre ce problème. En fait, ça ne sert à rien. Toute dernière question, vous avez été élu. Voilà. Il dit, depuis 2012-2013, ce problème du M23 était là. On les a chassés. Et le problème, il revient maintenant. Alors, qu'est-ce qui fait que le problème revient? Ce n'est que lui, et lui-même. Il dit, ça fait 25 ans que cette situation dure. Et on accuse le Rwanda. Et on n'a pas résolu ce problème. Bah, on n'a pas pu résoudre ce problème parce que Kagame est là. Comment aurait-on pu résoudre le problème alors que l'incendiaire
est toujours là. Moi, j'ai entendu Kagame se montrer comme étant l'incendiaire. Il est là depuis qu'il est là. Donc, ce problème d'attaquer le Congo, de semer les troubles au Congo est toujours chaque fois revenu. Malgré la volonté de la communauté internationale et de tous les acteurs qui ont essayé de terminer ce problème, ils n'ont pas pu. Il y a eu plein de tentatives. Pourquoi le problème n'a pas été résolu? C'est parce que celui qui cause ce problème est toujours là. En tout cas, personnellement, en tant que journaliste, c'est ce que j'ai retenu si je me trompe, c'est à vous de me dire, mais il faut vraiment essayer d'analyser cette réponse parce que ça justifie beaucoup de choses. C'est précisément ce que je disais tout à l'heure. Chaque fois qu'on lui oppose la responsabilité qu'il a jouée dans l'agression du Congo, je ne devrais pas dire ça pour un chef d'État, mais Kagame, c'est un pleurnicheur. S'il ne parle pas du génocide des Tutsis ou des FDLR, il n'a jamais d'argument pour convaincre son interlocuteur ou pour trouver des solutions par le dialogue. C'est toujours les autres. Vous savez, le Congo, RDC, ils ont 9 voisins et pas des petits voisins comme notre pays, le Rwanda. Ils ont l'Angola au sud-ouest. Ils ont le Congo-Brazza. Ils ont la Centrafrique. Ils ont le Soudan. Ils ont le Soudan du Sud. Ils ont l'Ouganda. Enfin, le Rwanda, la Tanzanie et le Burundi. Pourquoi c'est toujours le Rwanda qui pose problème dans cette région? Pourquoi la RDC n'a pas de soucis avec l'Angola, qui a pourtant, à l'époque, connu des périodes tumultueuses pendant la guerre de libération d'Angola, parce que Mobutu soutenait Holden Roberto, alors que il y avait Neto et les siens qui se battaient contre Holden Roberto. Il y a eu des frictions, y compris après la libération de l'Angola. Pourquoi le Congo n'a pas de problème, n'est pas en guerre contre la Centrafrique, contre le Congo-Brazzaville, contre le Soudan du Sud, contre l'Ouganda? Si, avec l'Ouganda, bien sûr. Lorsqu'on remonte aux événements à la guerre de 1996, l'Ouganda intervenait aux côtés du Rwanda, c'est sûr. Mais après, ça s'est calmé. Même avec excusez-moi, je voudrais vous aider. Oui, allez-y, je vous en prie. Même le Rwanda, avant que Kagame n'arrive, le Congo n'avait jamais eu de problème avec le Rwanda. Donc, le problème, c'est Kagame. Il est arrivé. Les problèmes du Congo ont commencé. Et après Kagame, les problèmes du Congo vont cesser. C'est aussi simple que ça. Et je pense que ceux qui ont aidé pour se mettre au pouvoir au Rwanda, ils avaient peut-être un plan. Mais je pense qu'il est temps, en allant vers la fin de notre émission. C'est cela que les Congolais doivent comprendre. Les Congolais doivent comprendre que le problème, ce n'est pas le Rwanda comme tel, parce que le Rwanda, il est là et il sera toujours là. Le problème, c'est le régime qui est à Kigali, qui veut continuer à vivre au-dessus de ses moyens. Et on ne peut y arriver au Rwanda qu'en pillant les ressources congolaises. Les Rwandais ne détestent pas les Congolais, mais le régime de Paul Kagame sait qu'il ne peut pas survivre sans ressources supplémentaires au peu qu'il a, sans piller les ressources du Congo. Les Congolais doivent le savoir et l'intégrer dans leur diplomatie envers le Rwanda. C'est cela la réalité.
Et donc, je pense que la proposition du président Kabila en 2009 ou 2010, à l'occasion de, après Umoja Wetu, il faudrait qu'on y revienne, que Kagame donne la liste de ceux qu'il prétend être des génocidaires rwandais vivant en RDC. Nous avons en revanche plus de 250 000 réfugiés rwandais, Hutus et Tutsis d'ailleurs, parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de Tutsis aussi qui ont fui le régime de Paul Kagame. Nous devons, et les Congolais doivent le faire aussi, et l'intégrer dans leur diplomatie, intégrer que l'armée rwandaise a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et un génocide en RDC. D'un côté, un génocide contre les Hutus rwandais, burundais et congolais. Ça a été acté et documenté par le rapport Mapping. La diplomatie congolaise doit prendre cet outil. Le rapport Mapping, c'est une sorte d'arme aussi contre les agressions répétées du Rwanda. Et sans cela, le Rwanda continuera à se pavaner en parlant de génocide du Rwanda, alors que le gouvernement de Kigali, le régime de Kagame, a commis un génocide contre les Congolais. Plus de 12 millions aujourd'hui on décompte, 12 millions de Congolais morts suite aux guerres que le Rwanda lui impose. Il ne faudrait même pas seulement aujourd'hui parler du M23. Il faut ajouter tout ça. Il faut sortir toutes les armes. Lorsque vous êtes en guerre, il n'y a pas une arme qui soit plus efficace qu'une autre. Toutes les armes, tous les effectifs capables de se battre doivent sortir. Je parle des armes aussi bien militaires que justement le dossier du M23, du rapport Mapping. Il faut absolument, moi je propose, je ne suis pas congolais officiellement, mais je suis tellement la question congolaise que je me sens le droit de pouvoir faire des propositions. Il faudrait vraiment que le président Tshisekedi rencontre le docteur Mukwege, spécialement comme il l'a fait avec Kagame. S'il est allé rencontrer Kagame à Luanda, mon avis est que le docteur Mukwege vaut autant, sinon plus. Qu'il le rencontre pour ne parler que de la justice en RDC. Que les actions que Mukwege, le docteur, prix Nobel de la paix, a menées, a initiées et continue de faire à travers le monde, qu'il soit intégré, que ces actions, que la campagne menée par Mukwege soit reprise, pas récupérée, non, mais qu'elle devienne intégrée dans la diplomatie congolaise. Mukwege n'est pas un concurrent. Certains aujourd'hui veulent donner l'idée que Mukwege devrait être le président de la République. C'est vrai qu'il peut être un concurrent, mais tout ça doit être oublié en période de guerre. Deuxième conseil, je me permets de le faire fraternellement. Les Congolais savent que je le fais sincèrement. Ce n'est pas quand on est en guerre qu'on doit commencer à faire la guerre entre forces politiques, le parti au pouvoir et les partis d'opposition. Je pense que pour mieux comprendre ce que je dis, on devrait se rappeler ce qui s'est passé au Rwanda dans les années 91, 12, 13. Le FPR n'aurait pas gagné la guerre, je le dis, et je sais de quoi je parle. Paul Kagame et son armée n'auraient pas pris Kigali, n'auraient pas gagné cette guerre s'ils n'avaient pas profité du désordre des partis politiques. Ceux qui demandaient la tête de Habyarimana en disant « Quand le président Habyarimana partira, nous allons chanter Alléluia ». Eh bien, on n'a pas chanté Alléluia. Tous les Rwandais ont été pris dans une sorte d'apocalypse. Et c'était les génocides Tutsi et Hutu, aussi bien au Rwanda qu'en RDC. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une sorte de trêve politique. Je ne vois pas pourquoi le président de la République, parce que c'est lui qui a qui devrait prendre l'initiative, si on veut faire face à un ennemi
qui agresse son territoire. On doit pouvoir prendre des initiatives, discussion, dialoguer. Pourquoi dialoguer avec l'envahisseur lorsqu'on ne peut pas dialoguer avec ses opposants politiques? Ce serait vraiment la plus grave erreur. Ce serait en fait donner le pouvoir, plutôt le Congo, servir le Congo entre les mains de Paul Kagame et de Museveni. Je ne dis pas que les forces politiques de l'opposition ne doivent pas critiquer le gouvernement, non. Mais qu'il y ait un minimum de dialogue et qu'on convienne des limites, justement, de l'action des uns et des autres, pour qu'au moins, autour de la guerre, qu'il y ait une union, qu'il y ait Umoja Wetu. Umoja Wetu, cette fois-ci, national. Umoja Wetu contre l'agresseur venant de l'étranger. S'il n'y a pas cela, eh bien, vous verrez que les forces venues de l'extérieur risquent de monter à l'attaque de Kinshasa et de prendre le pouvoir. C'est peut-être que je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais l'expérience rwandaise m'a beaucoup appris. Il ne faut pas que les Congolais jouent avec le feu de cette manière-là. Il faut vraiment qu'il y ait un dialogue national, pas comme celui de l'époque de Mobutu qui dure des années, non. Quelques jours, avec comme ordre du jour un seul sujet, que fait-on ensemble pour arrêter l'agresseur? Je vous remercie beaucoup. Oui, c'est nous qui vous remercions, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, des éclaircissements que vous nous aviez donnés sur les zones d'ombre dans cette histoire, dans cette relation Rwanda-Kigali, Kigali et Kinshasa. Donc, Kigali plus M23, puisque il s'est lui-même déclaré porte-parole, patron de ce groupe en allant parler à sa place. Nous venons de voir qu'il s'est lui-même pointé du doigt comme étant lui le pyromane de la région, surtout de la République démocratique du Congo. Disons que les puissances qui l'ont mis en place, parce que ce n'est pas Kagame qui s'est mis en place, là, on le sait. Il y a les grandes puissances qui ont travaillé au travers Museveni, ont travaillé au travers l'Ouganda et qui ont mis Kagame en place. Il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas parler cela de façon détournée. Et maintenant, ils voient, donc ils entendent que lui-même, il se dit, voilà, c'est moi qui ai le problème du Congo. Avant moi, le Congo n'a jamais connu de problème. L'Est du Congo était calme. Il y avait la paix en RDC, surtout à l'Est. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'ils donnent la paix au Congo, qu'ils enlèvent le pyromane qu'ils ont mis en place pour flamber la paix de l'Est du Congo? Est-ce qu'il n'est pas temps vraiment que ces gens-là reprennent leur support, leur pyromane et que la sous-région vraiment retrouve sa paix? Je pense que c'est comme cela qu'il faut voir les choses. Dites-moi si je me trompe en clôturant cette émission, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Non, vous avez pleinement raison, vous avez raison. Ceci dit, dans un exercice de dialogue, il faut que les deux parties soient de bonne foi. Et je pense que la mauvaise foi est tellement manifeste dans le chef de Paul Kagame et de l'armée rwandaise que ça, pour moi, le dialogue avec Kagame, c'est-à-dire le talk and fight, c'est se résoudre à passer son temps à dialoguer sans se battre, alors que lui, même quand il est censé dialoguer, il continue à se battre. C'est la peur que j'ai. Et je lance un appel vraiment aux Rwandais,
aux autorités rwandaises, bien sûr, parce que les Rwandais ordinaires, la population rwandaise n'a rien à voir dans ce conflit. Je lance aussi un appel aux Congolais pour qu'ils redoublent de vigilance et surtout qu'ils ne doutent pas de la sincérité et de l'amitié du peuple rwandais à l'égard du peuple congolais. Ce n'est pas cela qui est en cause. Heureusement que les autorités congolaises l'ont répété à plusieurs reprises, à travers plusieurs messages. Encore faut-il que le Rwanda ne cherche pas précisément à utiliser le peuple rwandais comme des otages pour provoquer le Congo. Nous avons l'impression que Kagame, lui, a intérêt à ce que les Congolais détestent tout ce qui est rwandais. Il le répète dans ses discours, même dans l'interview d'ailleurs, il l'a dit. Il a parlé des Congolais d'origine rwandaise qui ne l'ont pas mandaté pour plaider en leur faveur. Ils savent qu'ils parlent Kinyarwanda et ils savent aussi qu'ils sont pour la plupart des Congolais. Il y a très peu parmi eux qui sont rwandais comme tels. Et donc, que Kagame se calme, qu'il sache que le Rwanda n'a pas besoin de conflits permanents contre le Rwanda, plutôt contre le Congo, contre l'Ouganda, contre le Burundi, contre la Tanzanie. Je crois que le Rwanda devrait se calmer, ramener les troupes rwandaises qui sont au Mozambique et en Centrafrique pour s'occuper des problèmes des Rwandais et pour cesser toute initiative belliciste contre les peuples de la région. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions encore une fois, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, de nous avoir accordé cette soirée afin que nous puissions donner aux Rwandais qui nous suivent et aux Congolais d'ailleurs un peu de lumière sur certaines facettes de cette situation qui sont vraiment cachées, qui ne sont pas bien visibles pour tout le monde. Et grâce à vous, cela est fait. Donc, votre contribution a beaucoup aidé les Rwandais à cette soirée. Je vous souhaite donc de passer le reste de la soirée dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité. Et je vous souhaite surtout une bonne santé pour que la prochaine fois, vous nous soyez encore utiles au moment où nous aurons besoin. Voilà, donc merci encore une fois et à la prochaine fois, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Merci beaucoup, alhamdulillah.